Monsieur le Président et membres de la famille de Broglie, chers collègues, mesdames et messieurs, tout d'abord, je suis très honoré de pouvoir rendre hommage à l'œuvre de Louis de Broglie. Je souhaiterais commencer par un paradoxe. La thèse de Louis de Broglie est célèbre, elle est toujours présente dans la physique contemporaine, nous le verrons aujourd'hui plus tard, mais son auteur a toujours considéré que son programme de 1924 n'avait pas été entièrement réalisé. Nous suggérons que sa thèse contient non seulement des résultats, mais aussi des problèmes que nous avons maintenant les moyens d'aborder. Je parlerai ici particulièrement de l'onde de phase comme morceau d'énergie, et c'est l'expression que De Broglie utilisait, et je tenterai de montrer que cette onde joue le rôle d'un observateur matériel, absolument pas un observateur humain, qui fait partie d'un nouvel objet mathématique, la variété des observateurs. Il y a d'autres idées qui étaient chères à Louis de Broglie, comme la double solution, mais vous en entendrez parler dans les exposés de messieurs Dürth et Drozet. Donc je commencerai par essayer de montrer pourquoi il est utile de dire Broglie aujourd'hui, et disons quels sont les travaux dont je parle, en indiquant quelques pistes pour les personnes qui souhaiteraient en savoir plus. Je rappellerai quelques points très simples sur la différence entre probabilité statistique et hasard à partir d'un papier où Louis de Broglie souligne précisément cette différence. Et nous verrons que cette réflexion conduit naturellement à mettre en rapport la mesure du temps, l'onde de Broglie et la variété des observateurs. Alors, pourquoi lire Broglie ? Trois caractéristiques rares du discours broglien. D'une part, sa dimension historique. Le développement historique est pour lui, et il a raison, quelque chose d'unique. Les choses se sont passées comme elles se sont passées, elles ne se sont pas passées autrement. Et donc, il se trouve que ce qui est oublié n'est généralement pas retrouvé par d'autres voies. Deuxième point, la cohérence conceptuelle. Le calcul aveugle ou le clair-obscur, une expression que Louis de Broglie a employée à propos de Bohr, de la complémentarité, doit être écarté. Il ne suffit pas de sauser-inta phénoménal, c'est-à-dire sauver les apparences, retrouver par le calcul des résultats observés, parce que plusieurs théories peuvent conduire aux mêmes prédictions, et une théorie peut empêcher de concevoir certaines expériences. Donc l'empirisme est clairement insuffisant. Le troisième point est la conscience claire des réalités du laboratoire. Je crois que nous l'avons vu en particulier dans l'exposé de M. Duc. Il ne s'agit jamais chez Louis de Broglie de spéculation pure, même si les bases expérimentales ne sont pas toujours entièrement explicitées. Alors ici, outre la thèse, les pages indiquées renvoient à la réimpression chez Masson 63. Il se trouve que j'ai cet exemplaire parce que Louis de Broglie l'a dédicacé à mon père, qui a fait toute sa carrière dans son groupe de recherche. Il occupait, comme les plus anciens d'entre nous le savent, le deuxième étage de l'Institut Henri Poincaré. Nous nous basons sur les travaux suivants. Donc, premier papier sur la statistique des capures en mécanique ondulatoire, de 48, comme vous le voyez. Ensuite, un papier de 45, hasard et contingence en physique quantique, qui a été reproduit dans physique et microphysique. Et une note qui, donc de mon père, même nom évidemment, mais il s'agit de mon père et pas de moi, qui a été présentée par Louis de Broglie, donc au tout début de 1964. Et c'est là qu'il introduit la théorie de la C-équivalence. Nous verrons comment elle s'insère dans ce cadre. Quelques autres sources, donc je mentionne simplement quelques indications. Je dois expliquer comment j'en suis venu à ces considérations. Mon père, comme certains d'entre vous le savent, était dans le comité de lecture des annales de la Fondation de Broglie. Et lorsqu'il nous a quittés, les éditeurs ont aimablement souhaité que je publie un article en sa mémoire. Et en reprenant son œuvre, je me suis aperçu que
il semblait que les temps étaient mûrs pour justement mettre en rapport la C-équivalence et la mécanique ondulatoire, comme je l'ai montré en 2020. Et ceci conduit à de nouvelles considérations mathématiques, dans des papiers très récents. Donc je vous renvoie à ma page web pour d'autres travaux. Alors quelques autres sources, en particulier la préface de M. Claude Cohen-Tanuji au volume « Comprenons-nous vraiment la mécanique quantique ?» Vous sentez bien que poser la question ainsi, c'est suggérer que la réponse pourrait être négative. Un papier très célèbre en 2 parties de Margenau, qui a été repris d'ailleurs par Asok Chang, qui montre que justement, en particulier le postulat de la réduction du paquet d'ondes est quelque chose qui justement ne correspond pas à la réalité expérimentale. Et je mentionne également ici la conférence Nobel de Serge Haroche, où vous voyez un argument sur la résonance des ondes de Broglie pour des électrons, qui reprend presque dans les mêmes termes que sa thèse, disons un argument de Louis de Broglie, avec d'ailleurs la mention qu'il s'agit bien de l'onde de Broglie. Et parmi évidemment les applications, il y a des ondes de matière pour des objets presque macroscopiques, comme le dernier papier le montre. Alors, je voudrais surtout attirer votre attention ici sur le fait que la thèse de 1924 est un programme. Louis de Broglie a montré que le caractère ondulatoire de la matière s'imposait, mais son onde a pu recevoir 2 significations différentes. Pour une particule, c'est-à-dire c'est une sorte de morceau d'énergie avec son horloge interne. Mais pour un ensemble, il faut nécessairement une interprétation statistique, parce que la mesure a ce caractère, et Louis de Broglie savait très bien qu'elle avait ce caractère. Il ne s'agissait pas pour lui de nier le caractère statistique des mesures. Et pour illustrer à quel point le discours de Louis de Broglie appelle manifestement un commentaire et un prolongement, voyons comment il définit son onde de matière. Il la compare à un plateau circulaire horizontal de très grands rayons auquel sont suspendus des systèmes formés d'un ressort spiral avec un poids, et tous ces systèmes sont mis en vibration, et la surface passant par les centres de gravité de tous les poids sera un plan qui montera et descendra d'un mouvement alternatif. L'ensemble ainsi obtenu présente une très grossière analogie avec le morceau isolé d'énergie tel que nous le concevons. Et vous voyez qu'il s'agit d'une formulation intuitive parce que les outils mathématiques pour la préciser n'existent pas. Et la thèse se conclut par des mots que M. Depange a d'ailleurs cités tout à l'heure. J'ai intentionnellement laissé assez vagues les définitions de ondes de phase et du phénomène périodique, etc. La présente théorie doit donc plutôt être considérée comme une forme dont le contenu physique n'est pas entièrement précisé et que comme une doctrine homogène définitivement constituée. Et après coup, il est tout à fait aisé de comprendre la gêne de Broglie. La lumière forme des faisceaux qui comportent un grand nombre de photons, alors que l'électron peut être isolé plus aisément. L'onde de Broglie est-elle donc attachée à une particule ou à une collection de particules formant un faisceau? Ou faut-il plutôt considérer que cet ensemble est obtenu par répétition d'une même expérience, de sorte que ces particules ne sont jamais considérées simultanément? Et qu'il s'agisse d'un ensemble ou d'une particule isolée, quel serait son système propre au sens de la relativité restreinte? Alors, j'ai parlé de statistiques, donc permettez-moi de faire une remarque très très simple sur la différence entre probabilité statistique et hasard. Pourquoi je l'insère ici? Parce que c'est la prise de conscience de cette différence et du fait qu'elle n'avait pas été suffisamment prise en compte dans l'interprétation de la mécanique ondulatoire qui a ramené Louis de Broglie à ses premières idées, comme nous le verrons. Donc, il y a statistique lorsqu'il y a observation d'une série de mesures qui produit une liste de nombres. Ça peut parfois produire d'autres informations que des nombres, mais disons souvent des nombres. Et chaque résultat a une fréquence statistique. Cette fréquence est un fait, elle n'a rien d'aléatoire. Il y a ce que l'on observe, un point c'est tout. Faut-il alors parler de loi du hasard? Donc, si l'on veut
parler de loi du hasard, il faut introduire un modèle probabiliste qui comprend une abstraction et une extrapolation. Et dans cette extrapolation, on considère donc des variables aléatoires, c'est l'abstraction, au lieu de mesures effectives. Ces variables aléatoires n'ont plus une valeur fixe. Et on en considère une suite infinie. Et on fait des opérations purement mathématiques sur cette suite infinie. Et c'est comme cela que l'on essaye de relier le modèle probabiliste à quelque chose qui aurait un rapport avec la statistique. Par exemple, dans un jeu de dés, si vous avez une fréquence du 5 sur 100 lancés qui est, par exemple, je ne sais pas, 1 sur 3, eh bien, ce n'est pas nécessairement la même fréquence que vous aurez pour 200 lancés, et ainsi de suite. Il est hors de question d'assigner une probabilité sur la base simplement d'un nombre limité d'observations. Et la variable aléatoire résultat d'un coup, ce n'est pas un coup, c'est une représentation de tous les coups possibles. Et donc le lien entre probabilité et fréquence est approché et doit faire l'objet d'un test statistique. Une probabilité requiert la spécification d'un ensemble, c'est-à-dire une suite de coups de dés par exemple, et un événement isolé n'a pas de probabilité. Alors cette probabilité a également de nombreuses interprétations, et il y a dans une littérature tout à fait passionnante que je ne peux absolument pas évoquer ici, sur justement savoir quel est le sens qu'il faut accorder à la probabilité. Ça peut représenter une tendance, lorsqu'on parle de la plupart des cas, ça peut représenter une nécessité. Si vous avez une symétrie, on dira que certains cas sont équiprobables, ou une mesure d'une croyance ou d'une conviction, c'est ce qu'on appelle la probabilité subjective. Et Louis de Broglie a montré que l'un des outils fondamentaux dans ce cadre précisément, qui s'appelle la loi de Bayes, elle doit être modifiée en mécanique ondulatoire. Et tout ceci n'a rien à voir avec le hasard véritable, c'est le terme qu'il emploie, c'est-à-dire la pure contingence. Mallarmé dirait certes qu'un coup de dé jamais n'abolira le hasard. Oui. Revenons donc, si vous le voulez bien, à la physique. Donc Margenau a justement montré que l'ensemble, dans le cadre de la mécanique ondulatoire, résulte d'une préparation du système. Et donc il n'y a pas de probabilité individuelle. Et en 1963, il ajoute quelque chose que je pourrais reprendre à mon compte. Les faits énoncés dans ce paragraphe sont si évidents que leur mention me force presque à m'en excuser. Cependant, l'expérience de l'enseignement de la mécanique quantique me force à les inclure malgré le risque de heurter les experts. Et Margenau reprend la critique de Broglie et propose une solution qui malheureusement fait intervenir des probabilités négatives. Et il dit, monsieur le professeur Louis de Broglie a par le passé, donc c'est moi que je traduis, c'est en anglais bien entendu, a par le passé attiré l'attention sur le fait qu'on ne peut pas, en mécanique quantique, définir des lois de couple de variables aléatoires de sorte que les règles du calcul des marginales, ces équations 21 et 22, soient valables. Les considérations présentées ici ne sont peut-être rien d'autre qu'un développement de ces arguments qui l'ont conduit à chercher de nouveaux fondements pour la théorie dans son ensemble. Mais la question qui n'a pas été soulevée lors de ce débat est de savoir quel est le cadre de la mesure, si vous préférez, qui observe de façon intuitive. Et c'est celle qui a été posée par mon père à partir de 1958, d'abord pour le choix des coordonnées en relativité générale, et plus généralement petit à petit. Parce que ce qui précède suppose, par exemple, qu'il y ait une coordonnée temporelle dont la définition n'est pas remise en cause. Il y a un d sur dt dans l'équation de Schrödinger. Et on suppose que l'on peut assigner des coordonnées à des événements macroscopiques sans examiner comment ces coordonnées ont été définies. Cela revient à supposer qu'il y a un vrai système de référence ou un système du laboratoire qui serait la seule référence possible à laquelle il faudrait rapporter toutes les mesures. Mais ce système n'a jamais été réellement construit. Ce qui a changé, c'est que nous avons maintenant les moyens mathématiques et technologiques d'aborder ces questions. En effet, le rôle des mathématiques a changé. Elles ne sont plus un simple outil du calcul pour sauver des apparences. Le mot d'ordre « shut up and calculate », c'est-à-dire calcul et tais-toi, je crois qu'il n'est plus d'actualité, j'avais entendu Alain Aspect le dire récemment. Le rôle des statistiques a aussi changé, elles sont reconnues dans leur complexité. On trouve dans le papier de M. Haroche que je citais tout à l'heure la mention d'une analyse statistique complexe des données. Vous ne trouveriez absolument pas ça peut-être 20 ans auparavant. On confondait allègrement les termes de probabilité et statistique.
Et vous voyez l'évolution par rapport aux apports de Birge en 1929, qui ont été analysés d'ailleurs très finement par Grégis en 2019. D'autre part, nous avons de nouvelles technologies, des lasers extrêmement performants, des GPS, nous savons faire des systèmes à un photon, nous avons des condensateurs de Bose-Einstein, des mesures d'accélération, etc. Et donc, maintenant, même l'étude des effets relativistes est beaucoup plus abordable et elle est rendue nécessaire. Vous savez peut-être que dans votre GPS, vous avez besoin, pour qu'il fonctionne, de corrections de relativité restreinte et de relativité générale. Les corrections de relativité générale sont plus importantes que les corrections de relativité restreinte. Donc, d'autre part, l'interprétation de la mécanique quantique, c'est le terme que Louis de Broglie préférait, il a écrit en 1956, est universellement reconnu comme problématique, comme dit M. Claude Cohen-Tannoudji, lequel d'entre nous n'a pas ressenti au moins une fois dans son parcours scientifique un certain trouble concernant les fondements de la mécanique quantique, l'impression qu'une formulation convaincante et satisfaisante de cette théorie restait encore à élaborer. Ainsi, nous savons que nous ne savons pas, mais peut-être saurons-nous. Hilbert disait « Wir müssen wissen, wir werden wissen ». Nous devons savoir et nous saurons en 1930. Et ce n'était pas une parole en l'air. Vous savez sans doute que le 6e problème de Hilbert porte précisément sur l'axiomatisation de la physique. Donc la question qu'il faut évoquer maintenant est de comprendre qu'est-ce que le temps mesuré et quel est son rapport avec l'horloge interne de l'onde de Broglie. Alors, il y a un premier phénomène qui est l'hétérométrie, c'est-à-dire la coexistence de plusieurs unités de temps qui ne sont pas commensurables en droit. En effet, contrairement aux unités de longueur, il est impossible de vérifier directement la régularité d'une horloge. Vous ne pouvez pas prendre, disons, une seconde d'une montre et la comparer à une seconde du passé, parce qu'il faudrait directement aller dans le passé pour comparer les deux. Vous pouvez seulement comparer différentes horloges. Et ce n'est pas vrai pour des étalons de longueur. Vous prenez le début du mariage de Figaro, donc Cinque Dieci, donc vous savez, Figaro mesure sa chambre nuptiale en reportant des longueurs. Et ceci conduit à la distinction entre temps décompté et temps calculé, en sanskrit murta et amurta. Mais tout cela n'est pas trop gênant si on pense qu'il y a un étalon de temps qui est à peu près universel et la rotation terrestre sur son axe a pendant longtemps été satisfaisante, ce qui conduisait à une spatialisation du temps. Mais déjà Newton a eu besoin de postuler l'existence d'un temps mathématique parce qu'il avait des équations à intégrer, des équations différentielles qui contenaient une variable de t. Et donc il était obligé de dire qu'il y avait un temps mathématique pour intégrer ces équations, pour les comparer ensuite à autre chose. Sinon il y aurait une complète circularité. Et Einstein a montré que ce temps, en réalité, diffère nécessairement selon des observateurs inertiels. Et il a proposé, comme chacun sait, une procédure effective de mise à l'heure des horloges. Ceci a conduit à la relativité restreinte qui a de nombreuses confirmations. Il n'est pas question de revenir en arrière. Et donc, il n'y a plus de temps non mesuré. Mais, à ce moment-là, il faut que le temps soit mesuré par un observateur qui soit capable d'effectuer des mesures à l'aide d'horloges et de règles standardisées et d'interagir avec d'autres observateurs. Et en relativité générale, les événements spatio-temporels forment une variété des événements et la relativité restreinte reste localement valable pour chaque observateur local. Mais cette théorie s'applique en particulier à des particules élémentaires, à des mesons par exemple, c'est l'une des vérifications les plus anciennes de la relativité restreinte. Mais si vous prenez un meson c'est quelque chose qui a 200 fois la masse de l'électron, hein, c'est pas très gros. Ben, il n'y a pas d'observateur humain, même potentiellement, qui serait attaché à ceci. D'autre part, dans les années 60, en particulier dans des codes de Princeton, on a compris que la réduction locale à la relativité restreinte comportait deux aspects, c'est-à-dire qu'il y a le principe d'équivalence faible et le principe d'équivalence forte, et la formulation d'Einstein, en fait, invoquait une équivalence physique qui ne se réduit pas tout à fait à l'équivalence forte et qui n'avait pas encore de formulation mathématique. Et c'est parce que les expériences de Pound et Repka avaient montré à la même époque, venaient de montrer que les unités de mesure locales sont affectées par un champ de gravitation. C'est-à-dire que si les horloges et les règles standardisées sont des objets matériels, eh bien elles sont forcément affectées par des champs de gravitation. Donc
Et on ne peut plus parler d'horloge et de règles standards indépendamment d'observateurs. Et donc, ça veut dire que le principe d'équivalence forte doit être remplacé par la C-équivalence à partir de 63, c'est-à-dire que la relativité est localement valable à un facteur conforme près. On ne peut pas faire mieux que ça parce qu'il y a des raisons expérimentales pour dire que l'isotropie locale et la constance de la vitesse de la lumière sont des choses qui ne semblent pas devoir être remises en cause. Et ça conduit à dire qu'il y a plusieurs axiomatiques pour les variétés. Il y a une axiomatique pour la variété des événements qui se construit par la comparaison des observations, mais il y a aussi une variété des observateurs, parce que les observateurs ne peuvent pas observer tous les événements. Et il y a des applications de transfert entre les observateurs qui ne sont pas des changements de coordonnées. Et ces observateurs, on voit que ça a à peu près les mêmes propriétés que les ondes de Broglie dans le passage que je vous ai cité, c'est-à-dire c'est quelque chose qui contient l'équivalent d'un système de référence avec une horloge interne. Et ce ne sont manifestement pas des observateurs humains. Donc toutes les difficultés qu'on trouve dans l'interprétation de von Neumann, où il veut dire que le processus de perception par l'homme est de la même nature que le processus de perception par les instruments, tombent complètement. On n'est pas du tout obligé de rentrer dans la psychologie. Et donc la C-équivalence réconcilie le principe d'équivalence d'Einstein et l'image intuitive de Broglie et leur fournit à tous deux une forme mathématique. Alors, qu'est-ce qu'on obtient avec ça ? C'est ce qui est fait dans les deux papiers les plus récents que j'ai cités. En relativité restreinte, on peut identifier les variétés des observateurs des unes aux autres, c'est-à-dire la variété des observateurs s'identifie à une infinité de copies de l'espace de Minkowski, et les observateurs restent cependant distincts. Ils sont associés à des tétrades dont certains de ces observateurs sont connectés les uns aux autres par le transport de Fermi-Brodker. Et ça permet d'expliquer la précession de Thomas de façon cohérente. Et en relativité générale, ceci n'est pas possible. Alors, il y a un exemple que j'ai traité dans l'article qui reprend un vieux papier de mon père d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on considère que la comparaison des observateurs se fait via ce qu'on appelle la dérivée de Lie, et à ce moment-là, on voit que l'évolution du facteur conforme peut être trouvée. Mais tout ça devient technique. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a un cadre mathématique avec lequel on peut calculer, on peut dire des choses précises. Donc, en conclusion, il semble que les temps soient mûrs pour prolonger le programme de Louis de Broglie. La question des fondements devient plus urgente et une meilleure compréhension de la pertinence des considérations épistémologiques et historiques qui ne sont plus abandonnées aux spécialistes est également un point extrêmement important. Les outils mathématiques commencent à être disponibles et nous disposons aussi d'objets sur lesquels tester des théories en tenant compte des effets relativistes, GPS, condensat de Bose-Einstein, état un photon, état intriqué, onde de Broglie pour des objets presque macroscopiques, comme on l'a vu. Déjà des flux de Rennes, mais des objets encore plus gros que des flux de Rennes sont disponibles. Et donc, vous voyez que la situation se présente bien et je crois que j'espère avoir été à la hauteur de la devise de la Fondation qui est pour l'avenir. Je vous remercie de votre attention.